Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Sihem Eid Hamouda. Je suis une femme racialisée aux cheveux châtain Milan et je porte des lunettes de vue et un chandail vert. Et je suis la coordinatrice bilingue de l'initiative pour l'accessibilité d'Ocassi, un projet national et bilingue financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, pour bâtir la capacité du secteur de l'établissement à mieux servir les personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente notre webinaire d'aujourd'hui intitulé Accessibilité et diversité, relever les défis de l'emploi pour les nouveaux arrivants en situation de handicap. J'aimerais commencer par la reconnaissance des terres. Nous reconnaissons les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle, nous tenons à reconnaître que cette terre sacrée sur laquelle nous, à Okassi, faisons notre travail, il s'agit du territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et on y trouve maintenant de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité 13 avec les Mississauga du Crédit. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui sera animé par notre incroyable animatrice, Nawel Dahmen. Nawel est économiste diplômée de la faculté d'Alger avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et où elle dirige plusieurs centres de profit. Elle occupe actuellement le poste de directrice adjointe à la AGFNE, Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse. Et elle gère le Centre d'information juridique Accès Justice depuis 2 ans. Titulaire d'un certificat en équité, diversité et inclusion de Dalhousie University, Nawel est une ardente défenseur de l'accessibilité et milite pour l'intégration des nouveaux arrivants, notamment dans le milieu de travail. Fortement impliquée dans sa communauté, Nawel défend activement les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion, tout en œuvrant pour le développement et la promotion de la francophonie en Nouvelle-Écosse. Et elle est une des membres les plus actifs de notre programme national et bilingue, Les Alliés pour l'accessibilité. Ces alliés sont des bénévoles qui travaillent avec acharnement pour sensibiliser les communautés au niveau national aux défis de l'accessibilité pour les personnes immigrantes et réfugiées, sourdes et ou qui sont en situation de handicap visible ou invisible. Bienvenue, Nawel. Merci beaucoup, Siham. Je te remercie pour cette belle présentation. Merci de m'avoir invité également à présenter ce webinaire. Donc, je m'appelle Nawal Tahmen. Je vais me décrire physiquement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc, je suis une femme racisée avec la peau blanche. J'ai les yeux noisettes, j'ai un grain de beauté sous l'œil gauche. Mes pronoms préférés sont elle, she, her. Je travaille en tant que directrice adjointe à l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse et je gère le centre d'information juridique qui est un projet de notre association. Nous servons chaque année plus de 1000 clients. Avant de commencer ma présentation, je vais procéder à la reconnaissance des terres parce que je me trouve en Nouvelle-Écosse. Donc, je reconnais que nous sommes en Mi'kmaqui, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Nous rendons hommage aux Mi'kmaq en tant que gardiens traditionnels de cette terre et reconnaissant leurs droits et responsabilités en vertu des traités de paix et d'amitié. Nous nous engageons à vivre en paix et à respecter ces traités dans un esprit de réconciliation et de respect mutuel. Donc, pour notre webinaire d'aujourd'hui intitulé Accessibilité et diversité, relever les défis de l'emploi pour les nouveaux arrivants en situation de handicap,
Voici le programme. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va commencer directement par un petit rappel que cette présentation constitue une première étape pour la réflexion autour des biais dans l'instauration de pratiques inclusives et accessibles. Elle n'est pas exhaustive et ne constitue en aucun cas un avis juridique. Juste une précision, ma caméra se trouve ici, mon écran se trouve là, donc si vous me voyez en train de changer de direction de regard, juste pour que vous le sachiez. Donc, alors, une petite introduction du contexte. Donc, en 2017, 55,4% des personnes en situation de handicap étaient employées, soit un taux inférieur à celui des personnes sans handicap. La stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap soutient le plan d'action pour l'inclusion et la loi canadienne sur l'accessibilité fondée sur le principe Rien sans nous. En 2022, 27% des Canadiens de plus de 15 ans ont déclaré avoir une incapacité, visible ou non visible. Le fonds d'intégration aide les personnes handicapées à accéder à l'emploi et les employeurs à créer des milieux de travail plus inclusifs. Cette stratégie du gouvernement canadien vise à combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes qui sont en situation de handicap et celles qui ne le sont pas d'ici 2040. Il s'agit de l'une des principales mesures du plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour les personnes du LSQ, n'hésitez pas à me le faire savoir si je vais trop vite. Parfait. Donc, on passe à l'importance de l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants en situation de handicap. Alors, l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants en situation de handicap est essentielle pour plusieurs raisons. La première, l'autonomie et le bien-être. En effet, l'accès à un emploi favorise l'indépendance économique et améliore le bien-être des personnes en leur permettant de participer activement à la société. En second, la diversité et l'innovation. En intégrant des talents diversifiés, les employeurs bénéficient de nouvelles perspectives qui enrichissent leur milieu de travail et favorisent l'innovation. La réduction des inégalités. Cela aide à réduire les discriminations, offrant aux personnes handicapées des opportunités équitables ainsi qu'un accès à des carrières enrichissantes, tout en renforçant l'inclusivité sociale. Aussi, on retrouve la conformité aux normes légales parce que les lois canadiennes encouragent les entreprises à offrir des environnements inclusifs en reconnaissant l'importance d'une intégration complète pour une société plus juste et plus inclusive. Cela soutient également la croissance économique en mobilisant une main-d'œuvre souvent sous-utilisée et en répondant aux besoins spécifiques de la société diversifiée du Canada. Et puis, il est utile de préciser qu'un environnement diversifié favorise une variété de perspectives, ce qui stimule la créativité et l'innovation. Selon Josh Bersin, Josh Bersin est un analyste, auteur et expert reconnu à l'échelle mondiale dans le domaine des ressources humaines.
du développement organisationnel, ainsi que des technologies, de gestion des talents. Il est particulièrement reconnu pour, ses recherches et analyses, sur les tendances de l'emploi et l'acquisition, des nouveaux talents. Donc les entreprises qui valorisent l'inclusion sont presque 2 fois plus susceptibles d'être innovantes. Selon son analyse, elle générerait plus de trésorerie, par employé. Donc ces résultats soulignent que les entreprises inclusives, en accueillant des talents variés, obtiennent non seulement des avantages en matière de compétitivité et et d'innovation, mais aussi des résultats financiers significatifs, renforçant leur positionnement, sur le marché. Juste une petite précision, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser à la fin. Nous avons prévu, une plage, les questions et la discussion. Hem, les droits fondamentaux, soutenant l'inclusion, au travail. En Nouvelle-Écosse, les droits des travailleurs, y compris, ceux des personnes en situation de handicap, sont protégés par plusieurs textes, législatifs. En premier lieu, nous allons citer le Human Rights Act et c'est écrit en anglais parce que la Nouvelle-Écosse est une province, anglophone, mais je donne, l'explication en français, bien sûr. Donc cette loi interdit la discrimination en matière d'emploi, incluant les handicaps. Elle exige des adaptations, raisonnables pour, garantir, l'égalité, hem, d'accès, à l'emploi. En second, nous avons le Provincial Act. La législation provinciale fixe des normes, minimales, concernant les conditions de travail, et de sécurité des employés, incluant les personnes, en situation de handicap. Et enfin, on retrouve, Accessibility Act, donc la loi sur l'accessibilité, hem, que vous retrouvez, bien évidemment sur le cours, sur, l'accessibilité, élaboré par, OCASI. Je vous conseille à tous de faire ce cours parce que ça a été un vrai plaisir pour moi de le faire et je félicite OCASI pour ceci, pour l'initiative. La loi sur l'accessibilité, elle vise à rendre la Nouvelle-Écosse, accessible en éliminant les obstacles, pour les personnes en situation de handicap, dans des domaines comme les services, la communication, les transports, l'emploi surtout, l'environnement bâti et l'éducation. La loi encourage la collaboration avec les personnes handicapées, le secteur public et d'autres intervenants, justement pour élaborer des normes d'accessibilité. Elle fixe comme objectif de rendre la Nouvelle-Écosse, pleinement accessible, d'ici, à l'horizon 2030. Hem, ces lois, visent à assurer des milieux de travail, plus inclusifs et respectueux des droits des personnes, en situation de handicap. Hem, on passe maintenant aux défis majeurs, heu, pour, l'emploi. Nous allons citer en premier la double discrimination auquel font face les nouveaux arrivants en situation, de handicap, car ils subissent, cette double discrimination, heu, d'une part en tant qu'immigrants nouvellement arrivés, et aussi, d'autre part, en raison de leur, handicap. Donc il y a là une intersectionnalité de 2 discriminations.
qui se superposent, rendant les choses beaucoup plus difficiles euh, pour eux. Euh, Cela peut se traduire par, donc, premièrement, des barrières à l'emploi. Les employeurs peuvent être réticents, en effet, à embaucher des personnes handicapées ou des nouveaux arrivants en raison de préjugés. Et nous allons voir ça ultérieurement dans le détail au niveau de notre présentation. Ou en raison de tout simplement d'un manque de compréhension des besoins d'adaptation que l'employeur doit réunir afin de recruter une personne en situation de handicap. Deuxièmement, les difficultés d'intégration. Donc, les nouveaux arrivants en situation de handicap peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires dans l'accès aux services d'emploi en raison de barrières linguistiques, par exemple, culturelles, et aussi en raison du manque de soutien spécialisé. En trois, nous avons l'accès limité aux services disponibles, car de nombreux services pour les personnes en situation de handicap ne sont pas toujours adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes-là. Donc, les barrières, nous allons voir à présent les barrières à la reconnaissance des qualifications. En effet, les barrières à la reconnaissance des qualifications pour les nouveaux arrivants, y compris ceux en situation de handicap, donc inclut la non-reconnaissance des diplômes étrangers. Les diplômes obtenus à l'étranger ne sont pas toujours reconnus au Canada ou dans n'importe quelle province, nécessitant souvent une réévaluation ou une formation supplémentaire afin de pouvoir travailler dans le domaine dans lequel on est spécialisé. Un processus coûteux et long, car les démarches pour faire évaluer ou reconnaître ces qualifications, dont on vient d'ailleurs, peut être longue, complexe et coûteuse. Les barrières linguistiques, et nous allons y revenir un peu plus tard dans notre présentation. En effet, la maîtrise limitée de l'anglais ou du français, qui sont les deux langues officielles du Canada, peut rendre difficile l'accès au programme d'accréditation ou de reconnaissance des diplômes ou des compétences. Le manque d'accès à l'information, car les nouveaux arrivants en situation de handicap peuvent ne pas connaître les ressources disponibles pour faciliter la reconnaissance de leur qualification. Et donc, ces barrières créent des obstacles à l'emploi, ce qui les contraint souvent à, à occuper des emplois sous-qualifiés. Bon, je pense que c'est nécessaire aussi de préciser que ces variations culturelles peuvent, que ces barrières, pardon, peuvent varier selon la profession, selon la province ou selon l'organisme responsable de la reconnaissance des diplômes. Euh, elles, elles peuvent être d'ordre administratif ou bien des obstacles liés aux attitudes, les obstacles liés à l'information ou à la communication professionnelle. Ça peut être un problème de barrière de normes professionnelles ou bien des barrières financières. Les,
obstacles culturels et linguistiques, comme, comme par exemple le style de communication, parce que en communication, il y a la communication verbale, mais il y a aussi des gestes, des communications non verbales dont on doit être au courant, qu'on doit percevoir quand on est en milieu de travail, des différentes perceptions de l'autorité et du travail quand on vient d'autres horizons où les normes sont différentes, où les codes et les références sociales sont différentes. Le travail en équipe, les normes en matière de ponctualité, les attitudes envers la prise d'initiative. Toutes ces variations culturelles peuvent mener à des malentendus, mais également à des jugements incorrects sur les compétences professionnelles des nouveaux arrivants. Donc les employeurs bien informés peuvent aider à réduire ces obstacles en adoptant des pratiques inclusives et qui respectent et intègre les divers backgrounds culturels des personnes en situation de handicap. Une maîtrise limitée de l'une des deux langues officielles, comme on l'a précisé tout à l'heure, complique un peu plus la communication euh, et, ainsi que la compréhension des exigences professionnelles, rendant plus difficile euh, la réussite des entretiens d'embauche ainsi que l'insertion professionnelle. Euh, les soutiens et initiatives disponibles. Donc en Nouvelle-Écosse, plusieurs soutiens et initiatives sont en place pour aider les personnes handicapées comme workplace accommodation. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse encourage les employeurs à offrir des aménagements raisonnables, comme des ajustements des horaires de travail ou bien des outils adaptés pour accommoder les personnes en situation de handicap. Programs for Employability, des programmes provinciaux comme Working Nova Scotia et Labor Market Programs Support System. Donc, ces programmes, ils aident les personnes en situation de handicap à accéder à des formations, au développement de compétences et à des opportunités d'emploi. Euh, euh, et en troisième, nous avons le... Ouais, ça c'est très important de le préciser parce que c'est unique en son genre. Ça s'appelle l'Autorité des provinces de l'Atlantique pour l'éducation spécialisée, l'APSEA. Excusez-moi. Il s'agit d'une agence de coopération interprovinciale créée en 1975 par un accord conjoint entre les ministères de l'éducation du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et Labrador, ainsi que l'île du Prince-Édouard. Donc, un accord entre toutes les provinces atlantiques du Canada. Ces initiatives visent à renforcer l'intégration et ainsi à améliorer l'accès au marché du travail pour les personnes en situation de handicap. Pour les nouveaux arrivants en situation de handicap en Nouvelle-Écosse, plusieurs programmes et soutiens spécifiques sont disponibles pour favoriser leur intégration sur le marché du travail. Donc, en premier lieu, on a
Immigrant Services Association of Nova Scotia, donc ISANS. Il propose des services d'emploi pour les nouveaux arrivants, y compris ceux en situation de handicap, ainsi que des formations et un soutien spécialisé pour cette minorité. En second, nous avons Workplace Innovation and Productivity Skills Incentives. Le programme offre des subventions pour former les employés, incluant des formations spécialisées pour les travailleurs handicapés, en situation de handicap, excusez-moi. Et puis, Nova Scotia Office of Immigration, donc il travaille avec le service travaille avec des partenaires pour assurer l'inclusion des personnes handicapées dans les initiatives de recrutement et de rétention des talents. Je n'ai pas cité ici Immigration francophone, qui est un service qui ressemble un petit peu au service de iSense. L'équipe est très dynamique et super sympathique. Il s'agit d'un organisme communautaire qui travaille très fort pour l'inclusion des nouveaux arrivants d'expression francophone. Voilà, donc voilà, on y vient, le rôle des services d'emploi et des ressources communautaires. Donc les services d'emploi et les ressources communautaires jouent un rôle clé pour les personnes en situation de handicap et pour leur insertion professionnelle, notamment pour les nouveaux arrivants, car ils offrent une orientation professionnelle qui aide à la recherche d'emploi, à l'installation, au développement de curriculum vitae et à la préparation aux entretiens d'embauche. L'accompagnement personnalisé, qui est un soutien individuel pour surmonter les obstacles liés au handicap et à l'adaptation culturelle. Les ressources communautaires, donc les informations sur les droits, sur les responsabilités, sur les formations et les programmes de subventions spécifiques afin de faciliter leur intégration dans le marché du travail. Et enfin, quelque chose de très important qui est la sensibilisation des employeurs, car l'encouragement à embaucher des personnes en situation de handicap via des incitations, des formations, des sensibilisations, leur sensibilisation à penser à des adaptations nécessaires qui ne sont pas toujours coûteuses pour accommoder et pouvoir recruter des personnes en situation de handicap. Quel que soit le handicap, bien entendu, parce qu'un handicap, il peut être visible comme il peut être invisible. Alors, le rôle des services d'emploi et des ressources communautaires. Donc voilà, donc ce que je disais,
une aide à la reconnaissance des acquis. Ça peut être offrir des formations sur place après le recrutement afin de faciliter leur onboarding. Euh, le soutien à l'adaptation, donc c'est ce que j'ai déjà cité. Et aussi le mentorat ainsi que le coaching. Bien sûr, le mentorat et le coaching, c'est encourager les programmes d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en les aidant à mieux comprendre les exigences locales. Donc là, on va pouvoir passer au cas concret. Donc, il s'agit d'un cas réel auquel j'ai eu à faire face. Un jeune homme nouvellement arrivé au Canada. Donc, il demande à connaître ses options légales. Parce que même si je suis ici avec vous euh, en tant que bénévole et non pas en tant que gestionnaire du centre Accès Justice, mais euh, donc, au cours de mon travail, donc bien sûr, la, la notion de confidentialité est très importante dans mon travail et j'ai demandé à cette personne l'autorisation d'utiliser son histoire. La personne me l'a donnée, mais elle a préféré garder l'anonymat, ce que je respecte tout à fait. Je voulais partager ça avec vous pour l'importance que ça représente et aussi à des fins de sensibilisation en ma qualité d'allié de l'accessibilité. Donc, la personne appelle le centre et elle demande à connaître ses options légales pour obtenir une prise en charge de ces deux frères. Donc, bien entendu, dans le cadre de notre, de nos actions socio-juridiques au niveau du centre d'ailleurs, j'en profite pour remercier Justice Canada, qui sont nos bailleurs de fonds. C'est grâce à eux que le centre d'information juridique existe. Donc, l'avocat, dans ce cadre d'accompagnement socio-juridique, lui pose des questions pour essayer d'identifier ses besoins afin de mieux l'orienter et mieux l'informer sur ses options. Donc, l'avocat lui demande pourquoi est-ce que vos frères ont-ils besoin d'argent? Est-ce pour payer l'université, vu leur âge, ils ont 16 et 18 ans, c'est ce qui nous a traversé l'esprit de premier abord. Et en fait, sa réponse était non, non, je cherche une aide juste parce ils vivent avec une déficience visuelle sévère et donc, d'après lui, ils n'ont aucune option de travailler. Je vous invite à réfléchir avec moi là-dessus, sur ce cas. Et je m'adresse à ceux qui ont fait le cours sur l'accessibilité avec Ocassi et aussi ceux qui ne l'ont pas fait. La question est ouverte. Donc, à votre avis, combien de barrières identifiez-vous dans cette situation? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à répondre. Ou bien si vous voulez mettre la réponse sur le chat aussi, Oui. ça marche. Oui, Je peux répondre? oui, bien sûr. Oui, moi, je me présente d'abord François Sangwa Kamou. Enchanté, François. Oui, je suis nouveau arrivant. Ça fait maintenant une année que je suis au Canada. D'abord, j'habitais à Montréal.
actuellement, je suis à Gatineau. Je remercie d'abord votre initiative d'avoir organisé cette rencontre parce que c'est plus important parce que normalement, moi, je ne suis pas connecté. C'est ma sœur que je vis avec elle, elle est aussi congolaise, qui m'a dit non, il y a une conférence que tu peux aussi participer en ligne. Alors, ça m'a beaucoup intéressé pour que je sois aussi à la hauteur de manifester aussi mes grands soucis parce que nous n'avons pas assez d'appui. Et surtout ici, au Québec, en tout cas, nous sommes beaucoup rejetés parce qu'il n'y a pas assez d'assistance. Moi, j'ai eu un permis de travail normal, mais partout où je passe, on est en train de rejeter mon offre. Et quand tu vas dans les entreprises adaptées, ils t'envoient dans le service qui est habilité pour avoir l'accès à l'entreprise. Donc, tu ne dois pas passer directement à l'entreprise, il faut passer d'abord par ce service. Et c'est ce service-là qui va maintenant étudier ton cas pour être embauché. Mais c'est une grande difficulté. J'ai contacté plusieurs entreprises. J'ai été même à Maniwaki, à quelques kilomètres d'ici Gatineau. J'ai été même à Québec, juste pour la recherche d'emploi. Mais partout où je passe, on me rejette toujours parce que je suis encore demandeur d'asile. Donc, compte tenu de mon statut, je n'ai pas l'accès au travail. Imaginez un peu avec notre handicap, bien sûr, parce que vous me voyez, c'est le haut, mais le bas, je suis handicapé physique. Mes jambes sont tous deux détruites. Mais avec les travaux d'autres ici, tu passes, on te dit non, avec ton handicap, on ne sait pas comment t'embaucher parce que tu n'es pas en mesure de soulever les choses lourdes, de faire les mouvements, ceci, cela. Mais les entreprises qui est adaptées à notre handicap, elles nous refusent de nous embaucher parce que nous n'avons pas le statut demandé au Canada. Mais qu'allons-nous faire? Et même nous n'avons même pas accès à des maisons, aux maisons accessibles, donc adaptées, si je peux dire ça, parce que nous sommes privés à tous les services, bloqués. On ne sait pas où aller. En Oui, tout cas, effectivement, je comprends. Bah, c'est justement l'objectif d'Ocassi avec Initiative Accessibilité et des rencontres comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'alliés de l'accessibilité pour sensibiliser. Et aussi, par contre, moi, je vous invite à chercher donc là où vous vous trouvez ce genre d'initiative. Il doit y avoir certainement des organismes dont le but est de vous aider dans cette insertion, même avec le problème d'ordre administratif très particulier qui est le vôtre. Mais en tout cas, je pense que il faut aussi beaucoup de résilience parce que être un immigrant, c'est un projet de vie qui prend du temps, l'intégration prend du temps, et il faut de la résilience. Il faut certainement énormément de résilience. Je vous souhaite sincèrement que vous trouviez donc l'emploi accommodé que vous désirez. Mais pour revenir donc à notre question, est-ce que ça vous intéresse donc de répondre? À quelles barrières identifiez-vous dans ce cas concret? Oui, je vais répondre d'abord. Moi, Oui, c'est Marie-Louise. enchantée. Merci beaucoup. Oh, je suis à Gatineau, au Québec, à Gatineau. Quand je suis arrivée au D'accord. Canada, j'étais en Nouvelle-Écosse. Je connais Nawal.
Alors, j'avais d'abord l'obstacle de la langue parce que j'avais vu qu'il fallait l'interprétation pour l'anglais, c'était difficile pour moi avec l'anglais. Oui, J'a barrière oui, linguistique, oui. oui, j'avais fui l'anglais en Nouvelle-Écosse vers, le Québec, à Gatineau. D'accord. La réponse, d'abord, je vais dire que le garçon a une barrière d'abord, de la vision parce qu'il ne voit pas bien. En plus de cela, on dit qu'il ne peut pas travailler. Non, non. Mmh. La question, je ne sais pas si la question que Noël a posée, c'est pour le garçon, c'est pour les garçons Quel qui Oui. voulaient, qui voulaient prendre donc un crédit, de l'argent. Je ne sais pas si c'est comme ça, si j'ai bien compris. Oui, 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 tout à fait. Ah oui. Effectivement, merci Marie-Louise. Donc oui, effectivement, il y a déjà, Il y a des la barrières là-bas avec il y a oui, il y a les déjà garçons. la barrière, culturelle, parce qu'il vient d'un pays où si on est déficient visuel, ben, d'emblée, on ne peut pas travailler, on ne peut pas être, autonome, on ne peut pas être responsable de soi. Donc, déjà, il y a cette barrière culturelle qui, au Canada, ben, n'a pas trop lieu d'être parce qu'ici, une personne avec une déficience, visuelle peut aller à l'école parce qu'il y a des adaptations, il y a des livres en braille, il y a des livres écrits avec, de grands caractères, donc il y a une infinité de possibilités, pour les personnes en déficience visuelle. Donc, il y a la première barrière qui est la barrière culturelle. Il y a aussi, la barrière ou l'obstacle lié à l'attitude, venant du frère parce que justement, Hem, le frère lui-même, passe du il pense que du moment que ses frères sont déficients visuels, donc il doit obtenir un crédit parce qu'ils ne peuvent pas, subvenir à leurs besoins. Et moi, j'identifie aussi une 3e barrière qui est liée à l'information parce que, hem, clairement, la fratrie n'a pas eu accès à l'information qu'il y a des solutions pour ça. Il y a des solutions pour, leur insertion à l'école, leur insertion professionnelle plus tard, que c'est que c'est tout à fait possible, qu'ils fassent quelque chose de leur vie. D'ailleurs, l'un des 2 frères parce qu'on a effectué un suivi et l'un des 2 frères, donc nous a confié que son rêve était d'être un enseignant plus tard et en fait, c'est possible. C'est tout à fait possible. Merci en tout cas pour, votre participation Marie-Louise et Yamba. Merci à toi aussi, Noël. Euh, On va Noël? Oui? Oui, pardon? Ah oui, j'aimerais parler encore quelque chose. Ah Oui? oui, vous avez parlé de quelque chose que euh, mm, ils n'ont pas trouvé des bonnes informations. Mmh. Oui, il fallait que les gens soient. Les informations, on ne les trouve pas comme ça. Les informations, on les trouve Mmh. s'il y a les gens, parce que dès qu'on arrive, nous parlons par exemple de la Nouvelle-Écosse, parce que là-bas, il y a quoi, Lokasi. Dès qu'on arrive comme ça, on vient d'arriver. Hisense, Ah oui. oui. On arrive, on est nouvelle, on ne connaît par où commencer, quoi faire. L'ASN vous reçoit. C'est l'ASN qui va vous orienter, qui va vous informer et vous parler de vos droits, qu'est-ce que Mmh vous mh. pouvez faire, qu'est-ce qui Mmh. peut vous aider. Et en plus de Mmh. cela, même, même des locations aussi, ils vont quand même penser à cela, que non, non, il y a un handicapé. Normalement, leur maison doit être adaptée à la personne qu'ils ont dans leur famille. Alors Mmh. maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas parce que euh,
Ce sont des gens qui orientent les personnes aussi, qui aient au moins quand même un bon cœur de les orienter comme il faut. Oui, oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, on va voir ça un peu plus tard, d'où la nécessité de bien former le personnel, en charge d'accueillir, les nouveaux arrivants Ah, et ça, je dirais que oui, ça nécessite aussi beaucoup d'implication et d'engagement. On doit se donner à vraiment à 200 pour être au courant de toutes les possibilités, qui existent afin de bien orienter les nouveaux arrivants, effectivement. ok. Ok, ça va, je Mer vous laisse d'abord peut-être dans le plus de merci questions. Marie-Louise. Merci. Bonjour, j'aimerais ajouter quelque chose si c'est possible. Oui, bonjour. Oui, Oui. Vanessa. Euh, il y a aussi le système aussi, surtout du côté social, il y a beaucoup de gens qui quittent et des fois les nouvelles personnes qui arrivent n'ont pas l'information nécessaire. Donc, des fois, ils n'ont pas le temps non plus parce que je travaille dans le social et Mmh. des fois, beaucoup de fois, on a tellement de cas sur les bras, on n'a même Mmh. pas le temps de rencontrer les partenaires pour discuter c'est quoi les services qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils offrent pas. Des fois, c'est un peu Absolument. difficile et puis les gens changent de département, les gens quittent, ils changent de carrière, tout ça, ça bouge beaucoup dans le social. Donc, Mmh. l'information ne circule pas vraiment, c'est pas à jour. Et aussi, il y a un problème que les paragouvernementaux ne travaillent pas vraiment de concert avec les centres communautaires parce que il y a beaucoup de roulements donc, pas souvent qui travaillent Oui. de concert. Les informations ne sont pas mises à jour. Parfois, les gens pensent, des fois, avec les subventions dans les centres communautaires, des fois, on a un service, puis le gouvernement, il ne renouvelle pas ce service, donc on ne l'a plus. Donc, même Mmh. si on fait des fois, on peut penser qu'on l'a dit à nos partenaires et puis c'est pas fait. Puis les gens, ils envoient les gens chez nous, puis c'est pas ça, etc. Il y a tout cet enjeu-là autour de tout ça. Des fois, on a beau aussi, il y a beaucoup d'informations. On a beau aussi essayer de s'informer pour informer les gens, mais ce n'est jamais assez pour un nouveau arrivant parce que la personne s'attend que quand il vient demander un service, qu'il trouve tout chez nous. Et ce qui n'est Mmh. pas le cas. Oui. Mmh. Parce que Effectivement. nous, on est subventionné par le gouvernement, on doit respecter les normes du gouvernement. C'est pas autant facile d'être dans le social et respecter les normes du gouvernement aussi. Comme par exemple, d'où que je travaille, je suis au SANA, au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Nous, au SANA, au service d'accompagnement des nouveaux arrivants, on ne traite pas les demandeurs d'asile parce que c'est du domaine fédéral, malheureusement. Mais dans le territoire où on est, il y en a beaucoup et il n'y a pas Mmh. assez d'aide pour eux. Mmh. Donc, le ministère nous oblige à travailler avec des statuts comme réfugiés acceptés, résidents permanents, citoyens acceptés, nés hors Québec ou travailleurs temporaires, mais pas les demandeurs d'asile, parce que c'est du domaine fédéral et le fédéral ne donne pas assez de subventions pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est un peu difficile. Les gens sont déçus. On n'est pas assez formé pour aider les gens non plus. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Donc, c'est ça. Mmh. Effectivement, oui, merci Vanessa. Le problème du turnover, est un problème, je dirais commun à tous les organismes, communautaires ou en charge d'accueillir les nouveaux arrivants parce qu'effectivement, il y a beaucoup de turnover, des travailleurs qui finissent par, aller travailler au gouvernement ou parce qu'ils sont mieux rémunérés et, heu et le manque de formation aussi, et et c'est d'ailleurs pour ça que des plateformes comme Ocasi, comme des événements comme celui-ci, je pense que c'est important pour en parler et que chacun essaye d'apporter des changements, ne serait-ce petits, mais en tout cas, au fur et à mesure qu'on s'y intéresse et qu'on s'engage, je suis sûre qu'on arrivera à, à apporter des changements. Oui, Ada? Oui, merci, Nawel. Évidemment, tes informations sont précieuses
Et je suis vraiment triste pour entendre ce type de témoignages des personnes que malheureusement les statuts ne permettent pas d'accéder à certains services. De mon côté, je dirais qu'il y a des services avant l'arrivée à l'immigration francophone pour la Nouvelle-Écosse et on peut orienter les personnes pour, si elles souffrent d'une maladie spécifique au niveau communautaire, on pourra mieux planifier carrément un plan d'établissement pour les personnes qui vont arriver. Mais comme Vanessa venait de dire, c'est vrai qu'il y a un roulement du personnel et c'est vrai aussi que pas toutes les personnes francophones passent par les services en français. Des fois, ils restent dans les services en anglais. Il n'y a pas vraiment un suivi. Donc, je trouve que c'est encore du travail à faire, mais comme ce type d'espace, je remercie énormément Ocas et évidemment ton intervention pour sensibiliser encore une fois à quel point c'est si important aider les personnes nouvellement arrivées en situation de handicap. Mais j'ai déjà mis les sites web d'immigration francophone au cas où les personnes sont curieuses pour voir l'offre des services avant l'arrivée et après l'arrivée. Il y a au moins une panoplie de services très intéressants, mais encore une fois, c'est pour les résidents permanents. On n'est pas malheureusement censé servir les personnes avec un statut différent. Et comme venait de dire Vanessa, c'est vrai que absolument, c'est directement pour le gouvernement fédéral. Donc, merci énormément. Merci Ada et je rappelle aussi que notre présentation d'aujourd'hui concerne la minorité des nouveaux arrivants en situation de handicap et voilà, merci pour ton intervention. Voilà, donc on peut passer au Pardon, point. Oui, Yem, oui, Siham. il y a quelques commentaires au chat. Je ne sais pas si tu les as vus ou tu veux que je les lise. Non, je n'ai pas été sur le chat. Je vais y D'accord, aller. je vais écrire. Alors, je pense que c'était pour l'intervention de tout à l'heure. Il y a Jeanne qui dit pour le statut d'immigration, c'est la loi d'immigration qui s'en charge. Vanessa a dit pour le statut d'immigration, non, pardon, l'avocat doit orienter le client vers les services appropriés en fonction de ses besoins spécifiques. Jenna a dit, j'espère que bientôt votre statut va changer pour être une personne protégée puis accéder à la résidence permanente. Un commentaire de Juliette, je pense que leur médecin va pouvoir vous guider. Également, le service communautaire pour le néo-résident qu'il y a dans chaque ville ou région, les travailleurs sociaux vont pouvoir vous aider. Ada, comme elle a bien mentionné, merci pour vos informations, Nawel. Il y a des services avant l'arrivée pour l'immigration d'expression française en Nouvelle-Écosse. Et merci, Ada, d'avoir mis le lien direct, pardon, là-bas. Donc, c'est ça les commentaires dans le chat. Très bien, merci Siham. Je crois avoir vu une main levée, Siham. Elle n'est plus sur mon écran. Je le vois pas non plus, mais je pense que c'était Clémentine, Clément ou... Allez-y, ne soyez pas timide. Non, désolé, c'était une erreur. Désolé. Ah, Merci. ok. Merci. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui. Je vois que comme si on est assis, je peux garder. Je vois comme si on part avec les deux ensemble. Je m'excuse si j'ai mal entendu, soit j'ai mal vu. À Chiem, ça fait longtemps que j'ai posé la question de savoir si ici, l'OCACI peut penser aussi au Québec, à Gatineau, de mettre une branche aussi, ou soit installer une branche aussi d'OCACI, Oui, oui, pour nous mais permettre aussi à savoir où est-ce que ça fait longtemps, Chiem, que t'avais parlé de cela. ouais. Parce que Merci beaucoup. Juste vous pour êtes fermer, loin, oui, allez-y, pardon. vous êtes loin. On ne sait pas comment vous atteindre. Des fois, je vous écris les emails pour avoir des réponses ou soit pour, je ne sais pas, les personnes que vous orientez, s'ils sont seulement en dehors des, seulement, les handicapés, il faut qu'ils aillent rester seulement en dehors de Gatineau et Québec, je ne sais pas. Alors, c'est pourquoi nous vous demandons si peut-être possible de parler et de plaider aussi au gouvernement s'il peut y avoir moyen de venir planter une branche ici qui peut nous aider aussi. On souffre beaucoup.
En plus de cela, on vous supplierait quand vous faites quelque chose comme vous nous avez aujourd'hui, vous nous avez intéressés, vous avez voulu qu'on soit aussi, qu'on sache aussi ce qu'on peut faire, par où passer, comment est-ce qu'on peut s'en sortir aussi, parce que nous sommes aussi des êtres humains, nous avons droit à la vie, nous avons aussi les implices à contribuer au gouvernement, nous avons les implices aussi à contribuer au Canada, pour bien dire, partout là où nous nous trouvons. Alors, si vous nous délaissez comme ça, on ne sait pas si on peut faire quoi. On en souffre, on sait où aller, quoi faire. On se retrouve avec l'handicap et beaucoup de stress. Ça emporte encore beaucoup d'autres maladies. Comme moi, j'ai dit que, je vais dire, Naval, quand j'étais à Nouvelle-Écosse, j'avais vu, pour moi, c'était tellement difficile. Parce que je me retrouvais avec les logements d'abord que j'avais et je pleurais chaque jour s'il y avait le feu d'alarme. Je voyais que c'était une calvaire pour moi. J'étais obligée de quitter et venir ici. Arrivé à Gatineau aussi, je me suis croisée avec des difficultés pour avoir un logement. Mhm. Donc, quand vous parlez, on n'a pas seulement des barrières au niveau du travail, nous avons des barrières à beaucoup de choses. Oui, On je est limité. comprends. Je Oui, comprends parfaitement, Marie-Louise. Je vais te répondre en bref. L'OCACI, c'est un organisme provincial. Donc, c'est un organisme pour la province de l'Ontario. Par contre, mon projet d'initiative pour l'accessibilité, on a un mandat national, fédéral, n'est-ce pas? Donc, on travaille sur tout le Canada. Pour les services spécifiques en dehors de l'Ontario, malheureusement, il faut vraiment que vous allez voir l'organisme cadre qui sert les immigrants et les réfugiés parce que c'est eux qui connaissent le réseau des autres organisations et qui peuvent vous aider. Nous aussi, on ne fait pas... on ne fait pas de service direct avec les personnes en situation de handicap. Malheureusement, pas malheureusement, merci d'abord à notre bailleur de fonds, IRCC, on est mandaté pour bâtir la capacité des gens qui vont travailler avec vous, Marie-Louise. On ne donne pas de service direct. Par contre, c'est ce qu'on fait, c'est le plaidoyer et de sensibiliser les gens à tous ces défis-là. Et puis, je t'invite vraiment à m'écrire en privé. Je sais que tu as mon courriel et je peux te référer et voir quelles sont les organisations qui peuvent t'aider. Mais malheureusement, pour le financement qu'on a, on ne peut que faire la formation et le plaidoyer et les sensibilisations. On n'offre pas de services directs, n'est-ce pas? Et puis, encore une fois, ça, c'est typique, ça, c'est spécifique à mon projet parce qu'il est national. Mais pour le CACI, c'est un organisme provincial, donc en dehors uniquement pour l'Ontario. Mais écrivez-moi, Marie-Louise. ah oui, On en merci. reparlera après les webinaires. Merci beaucoup, Chiem. Voilà. C'est ces organismes que nous cherchons. Oui. Parce que c'est vrai, c'est difficile de m'offrir un travail personnellement. Je vais me diriger vers ces organismes parce que si j'y arrive, je serai la bénéficiaire et j'aurai beaucoup des avantages. Merci beaucoup. C'est moi. Très bien, merci. Oui, il y a Siham, je pense qu'il y a aussi une main levée. Noëlla. Hello, merci de me donner la parole. En fait, merci pour cet webinaire qui est plus important pour nous, les personnes handicapées. En fait, juste pour un peu résumer, moi, je suis localisée à Colombie-Britannique. Bien sûr, c'est une province anglophone et ça a été vraiment trop dur pour moi pour m'intégrer, oui, en tant que francophone et en tant aussi une personne vivant avec handicap. Ça a été un calvaire la première année parce que c'est ma deuxième année. Et je me souviens même que ma première emploi, non, donc quand je suis allée postuler pour mon emploi, mon premier emploi, euh, donc j'ai fait une interview en ligne et puis il y avait le temps d'aller signer le contrat en personne. Et quand je suis arrivée là-bas, la personne m'a dit non. Finalement, on ne peut pas te donner
le job parce que tu peux pas le faire. Et moi, j'ai dit, pourquoi? Et elle m'a dit, parce que tu es une personne handicapée. Donc, tu peux pas faire ce job parce que c'était dans le entrepôt warehouse. Et je dis, est-ce que vous n'avez pas un emploi adapté dans le warehouse? Je sais qu'il y a un tas il y a administrative employment, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de jobs là-bas, ou beaucoup de différents départements. Et là, la personne m'a dit non, malheureusement. Et quand tu es nouveau arrivant, donc tu ignores aussi tes droits. Il y a des droits que tu ne sais pas. Donc, ça m'a pris, vraiment, ça m'a affecté. Je me suis dit, est-ce que je ne veux rien ce moment-là? Je me suis dit, est-ce que je ne trouverai pas d'emploi? Mais j'ai persisté et j'ai commencé à faire des bénévolats, à aller me connecter dans différentes organisations. Donc, ça fait maintenant un moment que j'ai trouvé un emploi administratif en employment en tant que case manager, and then I'm helping refugee because I come as a refugee. I come as a refugee also, and I can understand how newcomer peuvent se heurter à ces difficultés. Donc, je voudrais juste remercier à Okasi pour ces webinaires qu'il donne. C'est pour le plaidoyer. Ça nous rappelle aussi, ça nous aide à pouvoir avoir des bonnes ressources pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, aussi à pouvoir trouver des informations, des ressources. Moi, j'ai dû faire des bénévolats peut-être dans 5 organismes juste pour me familiariser avec le système. Donc, j'encourage aussi toute personne handicapée qui est ici de ne pas lâcher et surtout de chercher des organismes ou dans tous comment dire, dans tous les secteurs, là, ils vont trouver quelque chose. C'est dur, je le sais, mais il ne faut jamais renoncer parce que nous aussi, on a besoin. Non, on n'est pas des citoyens, mais on est sur le sol canadien, on est résident canadien, donc on a besoin aussi de bénéficier les mêmes droits que les autres personnes sans handicap. Merci. Oui, merci Noëlla. Effectivement, et je voudrais juste rajouter que Noëlla, en principe, l'employeur qui a accepté de vous donner le job, si vous pouvez faire le job, il n'a pas le droit de vous refuser par cause de ce handicap. Donc, bon, là, heureusement, vous êtes déjà en emploi, mais si jamais la situation venait à se reproduire, ce que je ne vous souhaite pas, essayez de chercher autour de vous un centre d'information juridique ou une legal clinic qui peuvent vous donner de l'information juridique. Je sais qu'il y en a dans tout le Canada et pensez à avoir ce réflexe pour connaître vos droits. En tout cas, merci pour votre témoignage. Donc, on continue avec le dernier point avant la conclusion. Donc, action pour les employeurs. Comme les employeurs peuvent avoir des sortes de réflexes comme ça pour bien prendre en charge le workplace et le milieu de travail, pardon, et le rendre plus inclusif, comme le recrutement inclusif, justement, où on peut, lors de notre processus de recrutement, on peut adopter des pratiques d'embauche qui visent à garantir un accès équitable aux opportunités d'emploi pour tous les candidats, quel que soit leur origine, leur genre ou autre, lors de mon cursus d'équité, diversité et inclusion. J'ai même entendu parler de recrutement à l'aveugle, ce qui est absolument génial parce que ça, on fait fi de tout ce qui est de tout ce qui a trait à l'origine, au genre ou à l'orientation sexuelle ou à un handicap, quel que soit le niveau de discrimination. Et
on se concentre juste sur les requis techniques. Les accommodements raisonnables, donc c'est la façon que l'employeur devrait adapter les environnements de travail de manière à les rendre plus accessibles pour les personnes en situation des handicaps. Et ça peut se faire en proposant des aménagements tels que des horaires flexibles ou bien des outils d'adaptabilité et de politique de télétravail, par exemple. La sensibilisation et la formation des recruteurs pour réduire les préjugés inconscients que, que les employeurs ou les recruteurs peuvent avoir lors de campagnes de recrutement. Le fait de créer des partenariats justement avec des organisations et des organismes communautaires, parce que c'est justement cette collaboration entre les organismes, les entreprises et les organismes communautaires spécialisés est très importante parce que justement ces organismes communautaires sont les porte-paroles des minorités et ils sont très importants dans le processus de remonter l'information aux décideurs et aux législateurs. Donc, j'insiste beaucoup sur cette collaboration avec les organismes communautaires. Voilà, donc on vient à la fin de notre présentation. Donc, en conclusion, je dirais que bien que des progrès aient été réalisés en matière d'emploi, en matière d'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, les données dont on dispose révèlent que quand même l'accès au travail reste largement inégal à cette minorité, surtout à mesure que la sévérité du handicap augmente. Et voilà, donc cela démontre que l'accessibilité doit être intégrée dans toutes les étapes du recrutement et du soutien des employés. C'est très aussi important de parler des obstacles parce que certains obstacles persistent et il est essentiel donc de les aborder avec cette volonté collective pour parvenir à un environnement de travail vraiment inclusif. Oui, Juliette? Non, c'était pour poser la question que j'écris dans le chat, et si c'était mieux de l'écrire depuis le départ dans le CV ou l'écrire dans la lettre de motivation. De quelle question s'agit-il? Pour dire si la personne a un handicap quelconque dans la lettre. Par exemple, pour une offre d'emploi. Vous parlez du recruteur ou de la personne? Parce que la personne handicapée n'a aucune obligation de préciser ça. Si elle voit qu'il s'agit d'un travail qui est dans ses cordes, qui ne nécessite pas d'accommodement, ce n'est pas une obligation. C'est comme l'âge ou comme l'origine ethnique ou D'accord. maintenant, comme disait Ada tout à l'heure, pour les services avant arrivée, avec il
il est effectivement important d'échanger là-dessus avec l'agent d'accueil ou d'établissement qui est supposé vous prendre en charge. Ça, à votre arrivée au Canada, ça, c'est très important par contre de le préciser. C'est très différent. Si je suis toujours dans mon pays d'origine, que je prévois de venir au Canada et que je suis en situation de handicap, quand je prends attache avec des services avant l'arrivée, je pense que c'est très important de le préciser pour que la personne en charge de mon dossier puisse se renseigner à propos des services disponibles. Là, effectivement, c'est très important. Je pense que Julio, je ne sais pas si je prononce bien votre prénom, je m'en Bon, non, excuse d'avance. c'est Julio, mais ici, on Julio. m'a changé le nom, donc c'est Julio. Ah, Depuis que je j'ai m'en déménagé au excuse. Canada, Julio, non, c'est correct. C'est très important pour moi de bien Non. prononcer votre prénom. Donc, Non. redites-le juste encore une fois. C'est Julio. Julio. Oui. C'est bon? Merci, Oui. Julio. Allez-y. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que normalement, dans les offres d'emploi, il y a une description des tâches. Donc, avant de se postuler, la personne voit qu'est-ce qu'il cherche. Oui. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de faire ce travail offert, comment vous allez vous postuler? Donc, Oui. je ne comprends pas comment tu arrives à l'emploi et ils vont te dire non, tu n'es pas en mesure de faire ça. Parce qu'avant de venir, tu dois savoir si tu es capable ou pas. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas nécessaire de le préciser. Si on voit que c'est un... Si c'est par exemple un centre, je donne un simple exemple. Il s'agit d'un centre d'appel. La personne en situation de handicap est sur une chaise roulante. Mais elle peut parler. Il s'agit d'un travail en remote. Donc, rien n'empêche le recruteur de l'engager. Et s'il la recrute et qu'après il se rend compte qu'elle est handicapée, mais ce handicap n'est pas une barrière, je ne vois pas où est où est le mal là-dedans. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une avocate avec une déficience visuelle, je ne sais pas à combien, mais en tout cas, la personne peut voir, peut lire, peut écrire, peut échanger, aucun souci là-dessus. Elle obtient le travail de conseillère juridique et lors de donc l'entretien se passe en ligne, elle passe les tests, elle est parfaite pour le job. Le jour où elle commence à travailler, son employeur lui dit: «Ah, mais en fait, vous êtes porteuse d'un handicap, vous êtes déficiente visuelle». Il lui a dit: «Mais vous m'avez déjà recrutée, vous n'avez pas le droit de faire marche arrière». Elle est avocate, elle connaît ses droits. Donc voilà, à partir du moment où le recruteur est en mesure de faire certaines ce n'était pas le cas pour ce cas, mais je parle en général. À partir du moment où le recruteur peut faire des accommodements raisonnables, rien ne l'empêche de recruter une personne en situation de handicap. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Juliette, Mais si par exemple la personne arrive au travail, la personne a été engagée en ligne et tout ça, mais si par exemple tout le travail se fait au 12e étage, dans ce cas, qu'est-ce que peut passer? Elle a été engagée, mais elle arrive et finalement l'entreprise n'est pas adaptée pour une chaise roulante ou je sais pas quoi, et est au 12e étage. Dans ce cas, ça passe quoi? Là, comme disait Julio, il s'agit d'un problème au préalable. Donc, je pense que
avant de postuler, dans l'adresse, il est mentionné si le travail est, s'il est physiquement impossible à la personne en situation de handicap d'accéder au travail ou de faire son travail en bonne et due forme, là, effectivement, il s'agit d'une barrière plausible, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais autrement, je ne pense pas que la précision soit de rigueur. Je pense que les personnes en situation de handicap elles-mêmes sont très... ils ont du discernement. Ils savent très bien, ils connaissent leurs limites. D'accord. Mais normalement, Juliette, excusez-moi, Nawal, normalement, dans l'offre d'emploi, la description complète de tâches et des défis sont clairs. La personne doit être en mesure de faire ça, la personne doit être en mesure de faire telle ou telle chose. Normalement, Oui. c'est bien décrit. Voilà, tout à fait. On a un commentaire dans le chat Non, de Francis non. qui dit l'employeur doit aménager l'espace de travail dans ce cas. Noël, Oui. C'est Marie-Louise encore, je reviens encore. Nous avons entendu, vous avez parlé vraiment, l'Ocassi a des bonnes intentions pour nous autres. Il voit loin pour nos avenirs aussi. Je ne sais pas d'abord, je vais poser encore la question H&M. Dans votre staff là, à Ocassi, vous avez des personnes vivant avec handicap qui travaillent aussi? Oui, moi-même, j'ai un handicap invisible. J'ai de la dyslexie, la dyscalculie et quelques issues de santé mentale. Mais en fait, dans le processus même de recrutement, et ça, c'est une chose dont je suis très fière, parce que je travaille pour un organisme cadre qui sert les immigrants et les réfugiés au niveau de l'Ontario, n'est-ce pas? Mais on a plusieurs aussi, projets qui sont d'envergure nationale. On encourage et on favorise le recrutement des personnes qui sont racialisées ou noires, qui sont immigrantes ou réfugiées, nouvellement arrivantes, les personnes qui ont un handicap ou qui sont sourdes, les personnes qui font partie de la communauté LGBTQ ou qui ont subi des violences de genre. Donc, parce que tout ça, ça constitue des barrières supplémentaires pour les personnes pour accéder à l'emploi, comme Nawel l'a bien mentionné tout à l'heure. Donc, on essaie, nous, de favoriser le recrutement et l'accommodement de ces personnes-là. Et puis, on en milite, on fait de notre mieux pour sensibiliser la communauté au niveau provincial, mais aussi au niveau fédéral à ces barrières-là. Parce que, comme on dit en anglais, we talk the talk and we walk the walk. Donc, quand on prêche pour quelque chose, il faudrait vraiment qu'on commence, nous, par la faire pour qu'on soit l'exemple aussi. Mais aussi, c'est aussi parce que, c'est parce qu'encore une fois, on est un organisme cadre. Donc, on chapeaute tous les autres organismes qui travaillent avec les immigrants et les réfugiés au niveau de l'Ontario, du moins. Donc, il faut vraiment on donne le bon exemple, si tu veux. OK. Merci beaucoup pour votre réponse. Vraiment, j'aimerais savoir, parce que nous nous retrouvons des fois, on est discriminé quelque part, pas directement. Il y a Pas aussi, directement. oui, il y a les micro-agressions et on s'en aperçoit petit à petit à mesure qu'on s'installe dans ce pays-là. Donc, moi, par exemple, au début, j'étais à Toronto et les gens me disaient Oh, j'adore votre prononciation.
des fois, c'est une discrimination parce que moi, l'anglais, c'est ma troisième langue. Ou encore pour les cheveux, je portais les cheveux ondulés, est-ce qu'on peut les toucher et tout. Tout ça, c'est des choses c'est des microagressions. Et puis, comme Nawel aussi l'a dit au début, et je ferme mon commentaire, Nawel, pour te laisser l'espace, c'est même le body language, le comportement corporel, comment donc, petit à petit, on est en mesure de les déceler et on doit bien on doit être bien outillé, bien conscient de ça et savoir nous défendre. Des fois, c'est un complément, oui, mais moi, au début, ça me faisait plaisir. Après, pour la prononciation, par exemple, après, je dis oui, I have a funny pronunciation ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je parle 3 langues et je comprends 4. Donc, je remets la personne à sa place. Il faut aussi savoir se défendre d'une manière polie. Et puis, mais généralement, les gens, ils n'ont- ils ne sont pas conscients de l'impact de ces micro-agressions. Et c'est très important que nous, quand on le réalise, on se défend sans pour autant être agressif. C'est juste pour qu'on ne soit pas impacté par ça et on ne dit rien et ça serait encore une autre chose à gérer. Tu vois, Marie-Louise? Regarde, Voilà. j'aimerais dire ceci. Quand j'ai posé cette question, c'est pour que je puisse bien m'exprimer maintenant, parce qu'on est discriminé quelque part indirectement, pas directement comme ça. On te refuse à l'emploi pas directement comme ça, parce qu'il sait que s'il parle de ton état physique, là, peut-être ils peuvent avoir un problème. Je peux donner un exemple, comme quand je suis arrivée ici, il n'y avait personne pour m'orienter. J'ai souffert beaucoup, aller par-ci, par-là. Quand je faisais après avoir fait le travail que j'avais commencé, parce que j'avais, la Nouvelle-Écosse, je m'avais sacrifié pour être bénévole, j'avais fort travaillé avec Mission Mart. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit que je travaillais très fort là. Je ne peux pas encore faire encore du bénévole parce que j'ai essayé un peu de me débrouiller par-ci, par-là. C'était un peu difficile, mais j'avais eu la chance d'être orientée par le CITO. J'ai commencé, j'avais travaillé, mais c'était un contrat de 6 mois qui avait terminé. Après le contrat, j'étais obligée de chercher le travail par-ci, par-là. J'avais envoyé mon CV à Allmat parce que je me connais bien. Malgré mon handicap, il y a des choses que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. À Allmat, quand ils avaient lu mon CV, ils étaient contents, ils m'avaient appelé. Parce que ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Nous voulons nous aider. Quand je suis arrivée là-bas, la madame m'a vu comme ça. Elle ne s'attendait pas. Mais quand même, j'avais mentionné quand même quelque chose là, que j'étais handicapée. Alors, quand je suis arrivée, elle m'a regardé d'abord sa question, si son bureau se trouve à haut, si je pourrais monter les escaliers. Je lui ai dit que je peux le faire. Je dois essayer, mais je peux le faire. Et c'était très long, et puis j'avais monté les escaliers, et puis quand je suis arrivée à l'interview, j'étais capable de me défendre. Pour me refuser, ils m'ont posé la question, tu peux être capable de te tenir debout parce que le poste qui est là, c'est à la caisse. Tu es capable de te tenir debout les 8 heures ou 5 heures. Je peux me tenir pas 8 heures ou 5 heures. Mais est-ce que je ne peux pas m'asseoir? La caisse, on peut être assise, on peut travailler ou quoi. Alors maintenant, pour me refuser, qu'est-ce qu'elle avait dit? Mais je suis capable de faire d'autres travaux. Mettre les choses dans les escaliers, je suis capable de le faire. Arranger les choses, si vous me mettez quelque part, je peux le faire. Alors, et pour me refuser, l'interview que j'avais fait, je croyais que j'aurais une réponse de travail. Ils m'ont poussé à le maintenant en ligne. Envoie maintenant ton CV. Donc, elle a essayé un peu de me traumatiser et me compliquer. Et ce que je suis venu faire, c'était, ça ne répondait pas.
On nous discrimine et on nous refuse de façon différente. On ne peut pas te dire comme ça ouvertement que tu es handicapé ou quoi. C'est pourquoi, quand Okassi a fait de tels ateliers, ça nous aide aussi à savoir par où je peux commencer, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux trouver les services et qu'est-ce qui peut m'aider aussi. Je vous demanderai à ce que vous le faites, que ça ne soit pas une ou deux fois, que vous multipliez tel atelier parce qu'il y a beaucoup de handicapés. Aujourd'hui, nous autres, nous avons participé. Il y a les autres qui n'ont pas participé. Aujourd'hui, ce que nous avons eu, on vient d'apprendre ici, on ne le savait pas. Ça va nous aider encore. On est en train de s'enrichir aussi. Ça nous rend aussi capables de nous défendre quelque part. Merci beaucoup. C'est bon. Nawal, tu as deux mains. Il y a Rachel. Oui, il y a Rachel d'abord, je pense. Elle a été la première à lever la main. Ensuite, Jenan. Oui, Rachel. Oui, bonjour. Bonjour. Et ici au Québec, on a le centre de réadaptation qui sont fabuleux pour accompagner les entreprises à faire des adaptations. On travaille dans un secteur manufacturier et j'ai eu le plaisir d'intégrer dans notre plateau de travail 2 personnes qui avaient le handicap visuel. Donc, je ne sais pas à quel pourcentage, là, mais c'est ça, on a fait quelques petites adaptations. Déjà que nous, on avait des passages, des lignes tracées par terre, bien, on a tout simplement recouvert les lignes avec un papier collant de la même couleur, mais sauf avec un peu comme du papier sablé, pour qu'avec leur canne, qu'ils peuvent savoir qu'ils s'en vont dans leur rangée pour se rendre au poste de travail. Et c'est ça, on a trouvé tellement de petits trucs manuels qu'ils pouvaient faire pour s'enligner avec les étiquettes sur le bord de la table, puis tout ça. Puis écoutez, j'ai jamais eu de problème. Le travail a toujours été très, très, très bien fait. C'est sûr que moi, je suis ingénieure industrielle de formation, donc j'ai pu utiliser mon côté créatif pour trouver des méthodes de travail, mais tout est faisable. Puis je crois qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des entreprises pour qu'ils voient que c'est pas si difficile que ça, faire de l'adaptation. Puis je pense que c'est beaucoup ce qu'on parle aujourd'hui, c'est l'adaptation des postes. Il y en a qui vont trouver ça, comment je pourrais dire, excessivement difficile de dire, ben voyons, on ne peut pas, tu es en chaise roulante, on ne peut pas adapter le poste, il faudrait changer des petites affaires. Mais c'est que qui dit on pourrait mettre un bureau si on est au 2e étage, mais on pourrait peut-être faire un bureau à la réception au 1er étage. Donc, il suffit juste d'avoir un bureau qui sera en haut, qui sera transféré tout simplement en bas. Puis, si on fait des appels téléphoniques, mais tout est accessible. Puis, c'est pas si compliqué que ça, juste de prendre un bureau, puis de descendre, puis peut-être juste aménager l'espace de travail. Puis, ça peut faire tellement la différence dans la vie de quelqu'un qui a finalement un emploi, puis l'effet que l'employeur fait cette démarche-là, tu peux que juste d'avoir un engagement renforcé de cet employé-là qui serait probablement ta meilleure employée pour l'entreprise. Il s'agit juste que les gens voient le plus et non le moins. Ou les obstacles. Quand je parle les gens, je parle les entreprises. Donc, je pense que ça revient beaucoup à la sensibilité. Absolument, oui, à la sensibilisation et aussi aux avantages que les employeurs obtiennent par la suite, comme tu dis si bien. Merci beaucoup, Rachel. Magnifique témoignage. Effectivement, quand on travaille avec des personnes en situation de handicap,
on se rend compte que finalement, elles arrivent à tellement compenser par la suite, alors que ça ne nécessite que des accommodements mineurs comme des marqueurs par terre ou ça stimule la créativité, tout ça, et puis surtout, ça crée de la cohésion. euh, Parce que moi, en tout cas, dans mon équipe, je travaille aussi avec une personne en situation de handicap et je trouve qu'elle nous invite justement à réfléchir sur des façons d'améliorer le quotidien, pas que de l'équipe, le quotidien même des clients. Et effectivement, oui, ça stimule. Ça stimule et on a plus à gagner. Finalement, le petit investissement qu'on a pour les accommodements et les adaptations, c'est rien à côté, effectivement. Merci beaucoup, Rachel. Oui, Jonan? Bonjour tout le monde, j'ai bien aimé la Bonjour. rencontre d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de participer à cette réunion qui a si bien été préparée et présentée à tout le monde. Merci. J'aimerais simplement ouvrir une petite parenthèse pour dire que ce ne sont pas les personnes handicapées qui sont racisées ou bien qui sont mal vues dans la communauté. J'ai entendu, je pense que c'est Naol qui a parlé de l'accent. Alors, c'est vrai. J'ai toujours rencontré des gens qui me disent, oh, je comprends pas. Je parle en français, hein, et puis on me dit que je parle le français de façon différente. C'est pas la même façon. Alors, mon anglais est un petit peu chose, les mots sont plus, c'est pas un anglais courant. J'entends plein d'affaires et tout ceci n'est pas correct. Il ne faudrait pas parce que c'est pas normal de dire des choses comme ça. Mais lorsqu'on est en position de faiblesse, parce qu'on n'est pas comme en position de faiblesse comme tel, mais parce qu'on n'est pas les patrons, on veut se trouver un travail, il faut aussi bien se préparer. Au lieu de se fâcher, au lieu de montrer qu'on est insulté, c'est toujours bon, avant de partir, de chercher des mots-clés, de chercher des exemples ou bien de chercher des termes qui peuvent nous protéger et dire à l'employeur qu'on est avisé, on est ici. C'est vrai qu'on a un handicap ou bien c'est vrai qu'on a quelque chose qui n'est pas comme dans la normale des gens d'ici, mais il y a une chose, c'est que je sais ce que je suis venu faire et d'après tel article, vous ne pouvez pas m'empêcher. Alors, ils ont toujours peur de ces termes-là quand on les emploie. Alors, il faut faire des lectures selon la loi, qu'est-ce qui est permis quand on est en position de handicap ou pas, ce qu'on peut dire, je pense que ça pourrait aider. Et les employeurs aussi, malheureusement, ils ne sont pas à cette table. Ils doivent s'adapter, comme l'a si bien dit Rachel tantôt. Ils doivent s'adapter. Des fois, ça prend rien du tout. Ça prend vraiment rien du tout pour accommoder ceux qui sont à mobilité réduite. Et des fois aussi, il faut voir leurs compétences. Ce n'est pas quelque chose que vous avez dans l'office. Alors, pourquoi perdre ceci quand vous pouvez gagner tout cela? Alors, c'était mon point. Alors, merci encore une fois. Et puis, je serai toujours disponible et prête parce que je travaille dans la communauté et il y a beaucoup de choses que vous avez dit que je pourrais utiliser avec les personnes qui viennent me rencontrer. Merci beaucoup. Merci, Jonan. Merci beaucoup pour ta remarque. Merci. Oui, effectivement. Mais oui, mais vous savez, cette notion d'accent, et c'est aussi une question de perception. C'est très bien que pour votre part, ce soit perçu comme plutôt une force ou plutôt quelque chose à mettre en avant. Oui, c'est notre accent, on en est fier, effectivement. Mais ça reste une question de perception aussi, parce que ça pourrait être perçu comme une microagression, comme l'avait précisé Siham tout à l'heure. Donc, je pense qu'il est important que si
la microagression est perçue en tant que telle, c'est très important aussi de le faire remarquer à la personne parce que, en fait, l'essentiel, c'est de communiquer et de le faire avec respect et dignité. Donc, effectivement, moi, pour ma part, en communication, j'assimile ça à une partie de tennis. L'essentiel, c'est que la balle parvienne à l'adversaire et qu'on puisse avoir cet échange. Maintenant, si je le prononce bien ou pas bien, ça reste, ça reste subjectif. À part les prénoms, moi, je me mets un point d'honneur à bien prononcer les prénoms des gens avec le bon accent. Je trouve que ça fait partie de notre identité et c'est très important. Merci, Jonan. Merci beaucoup pour ton intervention. Et merci, Excusez-moi, Nawal, mais comme je te disais ici... Ah, pardon? Oui, excuse-moi. Je suis désolée, nos interprètes de la langue de situation de signes québécoise ne peuvent pas rester avec nous plus que ça parce que l'atelier, c'est 1h30. Merci à toutes et à tous d'être présents à ce webinaire d'aujourd'hui. Merci, Nawal, pour cette belle présentation. Merci à chacun d'entre vous qui a partagé son expérience ou qui a donné son avis. On a partagé avec vous les diapositives de la présentation dans laquelle vous allez trouver le contact de Nawal et aussi dans l'email le courrier que vous avez reçu pour le webinaire et autres, vous allez trouver le mien. N'hésitez pas à nous contacter. On aimerait vraiment que ces discussions-là ne s'arrêtent pas à cet atelier-là. Écrivez-nous. On a plusieurs programmes de sensibilisation, de plaidoyer, comme le cours aussi que j'ai partagé le lien. Écrivez-nous. On va rester en contact pour continuer la discussion et pour continuer le plaidoyer pour une meilleure accessibilité, pas que pour les personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap et celles qui sont sourdes, mais pour tout le monde parce que l'accès et l'accessibilité est un droit. Merci et n'oubliez pas s'il vous plaît, de remplir le court questionnaire formulaire d'évaluation. Et désolé encore une fois de vous couper, Julio. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Siham. Et alors, Merci, merci. Julio. N'hésitez pas à m'écrire. Concerné,